Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase-là, l'émission où on se parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro. Cette semaine, je suis entouré de Clarence. Allô? Petit Clarence. Je suis pas reparti. T'es pas reparti, je suis content de pouvoir le dire plus fréquemment que t'es là sur autour de la table. C'est un plaisir. Sarah Bérubé qui vient nous jaser cette semaine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et malheureusement, pour une dernière fois, comme membre permanent de l'équipe, mais pas pour la dernière fois, point, on l'espère, Samuel et Rosemary. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous avez décidé de nous abandonner. Exactement. Exactement. Ben non. Oh, Comme un chien piteux. Non, mais on s'est dit qu'on avait d'autres défis devant nous, qu'on voulait, d'autres projets. Fait que c'est pas par... rassurez-vous, c'est pas par mésentente ou quoi que ce soit. On vous aime encore beaucoup, puis ça va nous faire plaisir de recollaborer avec vous en tant qu'invité. Ben, certainement. Vous êtes toujours les bienvenus, puis c'est ça, on tenait à le préciser que c'était pas aucunement mauvais terme que ce départ se fait, et que c'est ça, vous êtes toujours les bienvenus pour venir nous jaser un peu. Et Rose, donc, vient nous faire une dernière chronique bière. On va arrêter la chronique bière après cet épisode, parce que Clarence et moi, on n'est aucunement qualifiés pour faire ça comme du monde. À part dire, hey, elle est vraiment bonne celle-là. Clarence a fait une très belle chronique la C'est semaine vrai qu'elle a passée. fait une bonne chronique la semaine passée. C'est une très belle chronique. C'est vrai. On vous invite à le faire ponctuellement quand vous avez des coups de cœur. Ok, c'est vrai. Avec toi, Rosemary, la barre est très haute. Oh, Effectivement. c'est gentil. Donc, cette semaine, je m'en viens effectivement vous présenter une dernière bière. Il s'agit de la bière La Chronique. Oh, Oh wow! c'est j'ai pensé. excellent. Je suis ému. Je suis vraiment fier en ce moment. là. C'est prévu depuis le début de la série. Tu fais 33 shows quand il pense que Ouais. mon dernier, ça va être ça. Donc oui, la chronique de la microbrasserie Trèfle Noir, située à Rouyn-Noranda, donc aussi exotique que la bière que tu as présentée la semaine passée, Clarence. C'est une Irish Red Ale à 4,8% d'alcool. Donc, c'est une bière à la robe rousse foncée qui est légèrement trouble et qui tire même un peu plus vers le brun. Elle a un beau collet beige qui est assez persistant. Au nez, on a vraiment des arômes de noix, de caramel, de pain grillé. Mais en bouche, je l'ai trouvée assez surprenante. C'est une bière qui est sèche, qui est beaucoup moins sucrée que ce à quoi je m'attendais vis-à-vis des autres bières rousses que j'ai goûtées. Elle a vraiment un petit goût de noisette, puis un petit goût de terreux même. Ouais. C'est aussi une bière qui a une amertume moyenne, qui est plus élevée que la plupart des rousses, encore une fois, que personnellement j'ai goûté. Donc en conclusion, moi je l'ai beaucoup aimée. Je trouve qu'elle sort du lot, elle fait changement. C'est une bonne bière pour la saison, aussi une bonne bière réconfortante à mon avis. Puis bon, c'est ça, les Irish Red Ale, en fait, c'est des bières qui sont reconnues pour être moins sucrées, puis plus sèches que les autres rousses. Ils ont un goût grillé, justement, qui est dû à l'orge rôtie qui est utilisée dans la méthode de fabrication. Puis ce sont des bières qui sont un peu moins fortes en alcool, puis on le voit, c'est une bière à 4,8%. Donc pour cette raison-là, moi, c'est la première fois que je goûtais une Irish Red Ale, mais selon moi, même si j'ai pas goûté à d'autres bières dans le même genre, je pense que c'est une bière qui rentre bien, en fait, dans ce genre-là. Là. On retrouve, moi j'en ai bu quelques-unes d'Irish Red Ale, puis on retrouve justement ce goût-là un peu caractéristique, mais vraiment le côté plus terreux, comme tu mentionnais, Oui. c'est vraiment unique. C'est pas, Oui. j'ai jamais goûté ça avant dans ce type de bière-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour ça que je l'ai bonne. trouvé très surprenante Ouais. quand même. Là. Effectivement. Moi, bien aimé. moi qui suis pas fan de bière d'inspiration ou d'origine irlandaise, le côté terreux vient tellement donner une touche unique au goût qui fait que je l'aime beaucoup. Pour vrai. Tant mieux. Et ça dure longtemps aussi, ce Oui, goût vraiment. terreux-là. Ça fait quoi, 2 minutes que j'ai pris ma première gorgée? Je le sens encore. Mm-hmm. C'est très discret, mais ça reste là. C'est ma première fois avec une Irish Pale Ale, puis sincèrement, t'as comme une sensation justement, quand tu dis sèche, sur le bout de la langue. C'est quand même assez particulier, c'est la première fois que j'expérimente ça avec une bière. Donc voilà, c'était la chronique de la brasserie Trèfle Noir. Merci beaucoup Rosemary, Ben, ça et me pour fait toutes tes plaisir. chroniques bières. Et pour Ça me tout fait ça. plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec vous. Ça m'a permis de découvrir plein de belles bières, pour Découvert. vrai. J'espère que vous aussi. Ben oui, une bonne trentaine de microbrasseries différentes Oui, aussi. j'en ai pas répété une, hein? C'est vrai. C'est Jamais. vrai. J'ai fait très Effectivement. attention pour montrer plein de bières de différentes microbrasseries, là, accorder de l'importance à tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'est facile d'y aller avec Brasseurs du Monde parce qu'ils en ont à peu près
80 000 à offrir, là. Oh, Mais bon. au deuxième épisode, c'était ça que j'avais présenté, donc je me suis jurée de pas le refaire, là. Je dois avouer que je commençais à avoir de la misère un peu, là. Ouais. Dans le fond, c'est juste pour ça que tu t'en vas. C'est ça, j'ai plus d'inspiration, je sais plus, fait que tant pis, fini là. Merci encore. Merci Ça me beaucoup. fait plaisir, merci à vous. Puis maintenant, Sarah, en fait, tu viens de nous jaser cette semaine, présenter un nouveau sujet, puis tu viens toujours nous présenter quelque chose quand même d'actualité. Tu étais venu nous parler de populisme, tu étais venu nous parler de... Hey, j'ai un blanc. C'était le parallèle entre la nouvelle économie et la résurgence des métiers plus artisans Exactement. avec l'économie hipster. Donc peut-être moins actualité, mais quand même dans le zeitgeist moderne des années 2010. Hey, je me sens... Le zeitgeist. Hein? Tu es souvent le devoir, toi. Hein? J'ai commencé, paraît-tu. Mais là, c'est ça, tu viens nous parler d'éducation, puis surtout de l'histoire un peu de l'éducation au Québec, majoritairement dans les années 60, quand ça a vraiment commencé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un nouveau gouvernement caquiste qui a dit clairement qu'une de leurs grandes priorités, c'était l'éducation. Donc je pense que je trouvais ça pertinent, je de nous parler de ça. Vu qu'on commence déjà à en entendre beaucoup parler, ben, en fait, de voir d'où ça vient, où ça a commencé vraiment au Québec, ça. En effet, Marc-André, puis en fait, une aussi des raisons pour laquelle j'ai choisi ça, c'est qu'on est tous passés, j'ose espérer, par le système d'éducation au Québec. Puis ça a été remis de l'avant récemment avec le discours du premier ministre Legault, le 28 novembre dernier. Puis, comme tu as mentionné, ça fait partie, en fait, c'est la première priorité du gouvernement avec l'économie et la santé, mais ça fait, en fait, il l'a mentionné aussi dans son discours, pour la première fois depuis les années 60, l'éducation va être la première priorité du gouvernement. Et ça m'a comme vraiment marqué parce que, je veux dire, la première fois qu'on a eu justement la réforme, c'était avec Paul Gérin-Lajoie dans les années 60. Puis la préoccupation, puis je pense que Legault l'a rementionné durant son discours, c'était que de donner à chaque enfant les outils pour aller au bout de son potentiel, ce qui était aussi l'objectif dans les années 60 de Paul Gérin-Lajoie. Fait de faire le parallèle entre les deux, quand j'ai lu le discours, j'ai fait qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Puis dans le fond, au début des années 60, ils se sont rendus compte que le système d'éducation était peut-être mésadapté avec tous les défis de la société moderne. Puis encore une fois, M. Legault, dans son discours, il a indiqué que l'éducation, c'est l'avenir de la nation québécoise. C'est par l'éducation que le Québec a fait son rattrapage dans les années 60. Puis là, je m'excuse, mais j'ai comme fait un parallèle avec ma vie personnelle. Mes parents sont nés au début des années 60. Ça fait vraiment pas si longtemps que ça, en fait, que la réforme a eu lieu. Puis pour nous, ça fait partie des acquis qu'on a. Puis, tu sais, je veux dire, on était dans les polyvalentes, on était dans des écoles secondaires publiques. Moi, j'ai eu vraiment l'impression de prendre ça pour acquis, alors que finalement, ça fait pas si longtemps que ça a été instauré. Fait que dans le fond, je voulais peut-être vous amener vers... Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, faudrait peut-être regarder d'où est-ce qu'on vient, puis de voir quelle était en fait la situation de l'éducation avant les années 60, ce qui fait pas très longtemps au final. Donc, ça va être le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Donc, dans le fond, comment je vais commencer ça, en fait, c'est que je vais vous expliquer, avant les années 60, la grande noirceur, qu'on a à peu près un peu tous le sens de ce que c'est, les années, dans le fond, sous le gouvernement du Plessis. Je peux vous le résumer en une phrase, en fait, c'est une citation que j'ai trouvée dans la biographie de Paul Gérin-Lajoie. L'auteur, qui était un historien, dit que la société québécoise est renfermée sur elle-même, s'appuyant sur un pouvoir politique intransigeant et jouissant confortablement de la complicité d'une petite bourgeoisie conservatrice, qui y trouve son compte, et d'une église catholique satisfaite du partage des pouvoirs. Fait que là, on part vraiment dans un environnement qui laisse pas place nécessairement à l'accessibilité de l'éducation, qui est littéralement, le système d'éducation est géré par l'Église, comme il est mentionné, parce que l'Église est vraiment en plein pouvoir. Et moi, ce qui m'a frappé aussi dans cette biographie-là, c'est que l'auteur mentionne Adélard Rivard, qui était en fait un conseiller assez proche du premier ministre du Plessis et qui était professeur à l'Université Laval. Je tiens à le mentionner. Et il indique, nous, les Canadiens français, nous sommes issus d'une longue tradition d'ignorance, de pauvreté, de tradition que nous nous devons de conserver. Et attendez. C'est bien pas fini. Voilà, il n'est pas bon que le peuple soit trop instruit. Bien sûr. Moi, ça m'a vraiment frappé et sincèrement, oh oui, vas-y, Claire.
Ça me rappelle un peu ce dont on avait parlé sur l'histoire du vote des femmes au Québec, comme quoi l'Église s'opposait à ce vote-là parce que ça nuisait à l'unité de la famille canadienne-française et qu'il y a vraiment une essentialisation de la condition que je retrouve là-dedans. Je trouve ça ahurissant. Ouais, juste c'est ça, juste la sorte du terme canadien-français, tu vois que ça date de mais je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on puisse dire ça. Là. Comment tu peux conserver l'ignorance? Est-ce que c'est du conservatisme radical? C'est un très beau mot. Je sais pas si. Est-ce que tu viens de l'inventer ou. Je demande ça de même, là. Mais... Demande le copyright pour qui est associé. J'ai jamais vu ça dans mes cours de Sciences Po. Je pense que j'ai trouvé ma thèse de doctorat. Mais sincèrement, ce qui indiquait en fait l'auteur dans la biographie de Paul Gérard-Lajoie, c'est que c'était une. Paul Gérard-Lajoie, en passant que je vais continuer peut-être à dire sous l'acronyme PGL parce que ça va être plus court pour tout le monde. Ouais, mais long son nom un peu. Là. Ouais, il est un peu long, mais en tout cas, bref. Puis oui, ça, comme l'a dicté, exactement. Comme l'a dicté, fait belle référence. Mais c'est ça, c'était au moment de l'époque de PGL, où est-ce que lui-même était dans le système d'éducation, c'était une mentalité qui était partagée. Tu sais, maintenant, nous, on la remet en question, mais dans ce temps-là, bof. Dans le sens comme qu'il y a personne qui a vraiment remis la chose en cause. Puis, il dresse un portrait, en fait, l'auteur dans la biographie de Paul Gérard-Lajoie, où est-ce qu'il parle de la réalité des écoles de rang. Fait que, tu sais, déjà là, genre, on se remet dans la mentalité, c'est souvent un bâtiment de ferme. Il y a un poêle à bois central. Il y a une institutrice pour tous les élèves qui proviennent, je veux dire, de la campagne aux alentours, mais qui n'ont pas tous le même niveau de scolarité, qui n'ont pas tous le même âge. Donc, on s'entend que l'institutrice se doit d'avoir plusieurs groupes, mais elle doit prévoir ses activités en fonction, admettons, de « je suis avec ce groupe-ci, mais il faut que je donne des activités de lecture, des activités avec tel autre groupe ». OK, maintenant, nos institutrices ont de la difficulté à gérer un groupe de 24 élèves. Imaginez-vous, dans ce temps-là, d'avoir à gérer 4 à 5 groupes d'élèves de différents niveaux. Et en raison de cette réalité-là, il y a beaucoup d'enfants, en fait, surtout dans la campagne, qui lâchaient, en fait, qui abandonnaient les cours après la 3e année du primaire. On s'entend que pour la littératie, je veux dire, puis le système éducatif, puis je veux dire, juste l'éducation de la population... Puis juste pour mettre ça en perspective, c'est la plupart de nos grands-parents, ça a été ça. Là. Moi, je sais qu'un de mes grands-pères, entre autres, je sais que ça a été ça, puis c'est pas le seul, sûrement vous autres aussi. Oui, ma grand-mère, 2e année, je pense. Fait que ça fait vraiment pas longtemps. Là. Mais il y a aussi, il y avait pas une grande valorisation à l'éducation. L'éducation, c'était pour les riches ou ceux qui s'en allaient dans le domaine clérical, là, dans le domaine religieux, en fait. Là, les professions libérales, notaire, avocat, médecin. Mais quand je dis riche, c'est ça. C'est les parents qui pouvaient se permettre d'avoir un enfant qui va à l'école parce que, quelque part, pour les familles, surtout à cette époque-là, ça faisait des enfants, oui, parce que le curé le demandait, mais parce que ça faisait partie de leur gagne-pain. Les revenus de la terre venaient du fait que la main-d'œuvre bon marché, c'était les enfants. Puis, accessoirement, d'avoir aussi, souvent, les mères mouraient aussi en donnant naissance au 12e ou au 13e enfant. Fait que d'avoir justement ces enfants-là qui s'occupaient de la famille, des fois ça simplifie un peu les choses là, pour cette famille-là. C'est vraiment... Il y a un contexte qui va au-delà de la difficulté de l'école. Là. Puis j'ai des statistiques pour supporter ça, en fait, du fait qu'il y a un abandon scolaire jusqu'à un certain âge pour que les enfants puissent aider la famille, justement, puis à gagner leur pain avec les revenus provenant de la terre. Mettons, si on y pense, 63% finissent leur année, leur 7e année. Fait que 7e année, si tu commences à 5 ans, c'est aux alentours de 12 ans à peu près. Tu vas dans secondaire 1 aujourd'hui, dans le fond? À peu près. Mais admettons, si on y pense, 11e année, c'est aux alentours de 15 ans. 11% des enfants terminaient leur 11e année. C'est rien. C'est l'équivalent à 15 ans de secondaire 3. Fait que ça, moi, ça m'a frappé comme statistique. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a toute cette accessibilité-là, le fait aussi comme que peut-être que l'éducation supérieure était réservée à une élite, mais il y a aussi le fait qu'il y avait une organisation vraiment disparate du système. L'Église avait un contrôle sur le programme scolaire, sur les examens, sur comment est-ce que les écoles sont gérées, puis les classes sont gérées, mais admettons, les formations par la suite étaient gérées par des établissements différents. Fait que si on pense, admettons, à la police, c'était géré par un établissement, la pêcherie, l'hôtellerie, on avait dans le fond, les vocations d'infirmières, c'était géré par d'autres établissements, les beaux-arts, le commerce, le secrétariat, c'était toutes des écoles différentes. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu fais un choix de changement de carrière,
Mettons, c'est pas comme les cégeps parce que tu te dis, je vais essayer un autre programme parce que ça me tente. Non, tu repars à zéro dans un autre établissement. C'est quand même quelque chose. Le département de l'instruction publique, en fait, relevait d'un surintendant qui était non élu. Et le surintendant, en fait, exerçait son rôle sous l'autorité d'un conseil de l'instruction publique qui était soit catholique ou protestant. Donc, le rôle de l'Église était très présent. Et donc, avant les années 60, il y avait 1500 commissions scolaires qui étaient gérées par... 1500? 1500! Gérées par l'Église. Ouais. Là, on trouve qu'il y en a trop aujourd'hui avec Ouais, 75. seulement- Et OK. Et les universités existaient en vertu de chartes pontificales. C'est vrai. C'est vrai. C'est le Vatican, je pense, qui avait décidé que l'Université Laval, que l'Université de Montréal, qui faisait partie de l'Université Laval de Québec dans le temps, pouvait être séparée. Je pense que c'est peut-être pas aussi haut que le Vatican, mais quelque chose comme ça, genre l'archevêché ou quelque chose du genre. C'est fou, là. C'est complètement différent de la réalité qu'on a aujourd'hui. Puis Ouais. c'est aussi étonnant parce que quand on pense, admettons, au niveau scolaire, tu as l'école primaire, comme j'ai parlé, puis il y avait un haut taux de décrochage scolaire à partir de la 11e année. Et si je me rappelle bien, je crois que l'enseignement obligatoire était bon jusqu'à 14 ou 15 ans à ce moment-là. Ça a changé sous le gouvernement Lesage, mais à ce moment-là, justement, l'Église forçait ou obligeait, admettons, les enfants à être inscrits jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Ensuite, il y avait les collèges classiques. Mais les collèges classiques, il fallait avoir les moyens financiers pour pouvoir y aller. Donc, c'était réservé à une certaine élite. Et même dans les collèges classiques, c'était majoritairement masculin. Il y avait une minorité féminine qui avait accès, c'était aux lettres et sciences, je pense, formation lettres et sciences. Et ensuite, il y avait l'université, ce qui est encore plus minime, admettons, en termes d'accessibilité. Donc, c'était la structure, comment ça fonctionnait au Québec. Donc, il y avait, je vais vous résumer les problèmes parce que il y en a quand même beaucoup, mais tu sais, si on peut les regrouper sous des thèmes, il y avait l'accessibilité à l'éducation parce qu'il y avait des frais d'entrée pour l'instruction publique, même au primaire. Les manuels scolaires n'étaient pas gratuits, il fallait payer. Comme j'ai mentionné, les cours classiques ou les cours lettres et sciences pour les filles, fallait soit avoir un mécène ou quelqu'un genre d'une famille, je veux dire, qui était prêt à payer pour les enfants ou provenir d'une famille qui était quand même assez aisée. Les programmes qui étaient gérés par l'Église n'étaient pas nécessairement adaptés aux besoins de la société québécoise, ou, dans le fond, avec l'évolution et la modernisation qui a eu lieu dans les années 60. Et il y a eu une commission, en fait, Tremblay, mais qui était plus sur la fiscalité et le partage des compétences. Et il disait, littéralement, noir sur blanc, que le Québec manquait d'écoles, manquait d'enseignants et manquait de manuels scolaires. Moi, je trouve que ça rappelle pas mal la situation. C'est pas aujourd'hui, ça? Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a des beaux parallèles à faire. Si je comprends bien, pour écarte-moi un doute de l'esprit, là. C'est un régime, disons, c'était un système qui se déclarait public, mais qui fonctionnait comme un régime privé, dans le fond. Parce que tu payes pour tes manuels scolaires, tu payes des frais d'entrée, le parallèle est-tu... Ben, dans le fond, oui, il y a une certaine mentalité privée, mais je pense que les coûts étaient davantage symboliques, parce que c'était des coûts qui étaient minimes. Okay. Mais dans un certain sens, en sachant que les Canadiens français n'étaient pas nécessairement aisés, ça venait mettre une barrière. C'est ça. Puis si t'as 8, 10, 12 enfants, ça commence à être beaucoup rendu à la fin, là. Exactement. Ouais. Donc, c'était dans ce contexte-là, en fait, que Paul Gérin-Lajoie, lui, a évolué, mais lui-même, provenant d'une famille aisée, son père était avocat. Il a pu bénéficier d'une éducation qui était justement supérieure. Donc, il a été au Collège Brébeuf, qui était le collège classique à Montréal. Et par la suite, en fait, il a passé une entrevue pour avoir la bourse Rhodes. Malheureusement, pour lui, il a passé l'entrevue et la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Il est né quand, Paul Gérin-Lajoie? 1920. OK. Oui. Donc, la guerre a éclaté... en 1945. Ce qui fait... 1939. On va couper ça. Non! On fait du live. Ça, c'est Jim Shot! Donc, je veux T'as reprendre. juste mal parlé. La guerre a éclaté en 1939. Je trouve aussi qu'il était vieux pour aller... Ouais, c'est ça. OK. La guerre a éclaté en 1939 et malheureusement, Paul Gérin-Lajoie n'a pas pu aller à Oxford. Dans le fond, il a décidé de se réorienter. Sa carrière était quand même destinée, son père étant avocat. Il a décidé de s'inscrire à l'Université de Montréal en droit. Il a fait son barreau par la suite, il a fait ses stages et il s'est marié.
Je tiens à dire qu'il n'a pas été engagé pour la guerre, il n'a pas fait la conscription parce qu'il y avait des pieds plats. Donc, il a évité... Non, mais lui, c'était vrai. Il mentionne... Non, mais bref, je ne passerai pas là-dessus, mais dans son cas, c'était vrai. Ça faisait pas partie de ceux qui ont obtenu un billet du médecin pour éviter la conscription. On vous partagera les schémas de son pied sur la page Facebook. Toujours. Et ça demande des preuves dans la vie, preuves scientifiques. Mais il s'est marié, mais par la suite, quand la guerre a fini, en 1945, dans le fond, il a obtenu de la bourse Rhodes de pouvoir aller étudier avec sa femme, alors qu'habituellement, c'est réservé simplement aux étudiants qui ne sont pas mariés, mais étant donné les circonstances exceptionnelles, il a pu aller faire un doctorat à Oxford en droit constitutionnel. Ouais, pas pire. J'avoue que c'est quand même pas pire. Je sais pas pour vous, mais je suis un peu jalouse. Ouais, Vrai, oui. Oui. Et, puis je plug pas ça simplement pour comme dire que Paul Gérin-Lajoie avait un parcours exceptionnel, c'est que le droit constitutionnel, en fait, c'est ce qui l'a dirigé par la suite vers l'éducation, même si le lien n'est pas facile à faire. Mais en fait, quand il est revenu au Québec en 1948, après son doctorat, il a commencé à pratiquer en tant qu'avocat dans des cabinets privés, mais il faisait des interventions publiques en même temps. Puis il a fini par être connu au Québec comme constitutionnaliste, et à ce moment-là, c'était très rare un constitutionnaliste francophone. Il était majoritairement dans le Canada anglais. Okay. Et il y a eu un enjeu avec le gouvernement fédéral par rapport aux universités québécoises qui recevaient des subventions du gouvernement fédéral. Et la répartition des subventions avec les collèges classiques laissait douter un peu de la bonne foi des universités québécoises. Donc, le Collège Brébeuf avait entendu dire qu'un de leurs anciens étudiants était allé à Oxford et était devenu un constitutionnaliste. Donc, ils ont fait appel à ses services, et c'est comme ça que Paul Gérin-Lajoie, en fait, est rentré a été intéressé par toute la sphère de l'éducation au Québec. Donc, il a vraiment monté un dossier pour défendre le point de vue des collèges classiques par rapport aux universités québécoises pour qu'il y ait une partie des subventions qui étaient données par le fédéral. Par la suite, de fil en aiguille, il a fait aussi des mémoires pour les collèges classiques et pour les écoles pour les femmes, dans le fond, lettres et sciences, parce qu'il y a eu la commission Tremblay, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, qui faisait en fait des auditions. En fait, ça s'appelle la Commission royale d'enquête sur les questions de constitution et de fiscalité. Donc, Paul Gérin-Lajoie a déposé des mémoires pour vraiment expliquer quelle était la situation des collèges classiques au Québec. Donc, c'est ça qui l'a comme vraiment mis un peu au fait de comment est-ce que ça se passait dans le secteur de l'éducation, et il a commencé à en faire son fer de lance. Parce qu'en 1956, il a décidé de s'impliquer en politique. Parce que c'était, selon lui, la façon de changer les choses en éducation. Et il a décidé de se présenter comme candidat libéral dans Vaudreuil-Soulanges. Malheureusement, il n'a pas gagné en fait les élections parce que à ce moment-là, Vaudreuil-Soulanges était une circonscription qui était davantage rurale. Paul Gérin-Lajoie provenait d'un milieu urbain. Il était un peu mésadapté, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser en français, aux réalités, admettons, des communautés rurales. Ben, il n'était pas familier, en fait. Il n'était pas familier avec... Puis c'est ça, il y avait souvent des commentaires qu'il était dans des assemblées publiques et son discours était souvent... désaxé ou pas nécessairement adapté, admettons, aux réalités des fermiers. Et élitiste? Pas élitiste, mais plus par rapport aux préoccupations. Pour lui, certaines préoccupations étaient importantes provenant d'un milieu urbain, alors que c'était pas nécessairement les préoccupations justement dans le milieu rural. Il était déconnecté un peu dans exactement, c'est le terme que je cherchais. Donc, il perdait les élections en 1956. Il aura perdu les élections parce qu'il s'était représenté en 1957 pour les élections partielles. Finalement, il s'est présenté à la course de la direction du Parti libéral en 1958. Et à ce moment-là, quand il s'est présenté, Jean Lesage était toujours au fédéral. Dans le fond, il y avait eu des discussions entre les deux. Jean Lesage avait indiqué qu'il n'était pas intéressé par la course à la chefferie au niveau provincial. Donc, Paul Gérin-Lajoie s'est lancé. Finalement, revirement de situation, Jean Lesage se présente au niveau provincial et remporte la course à la chefferie. Mais il y a les élections en 1960 et voilà, le gouvernement de Jean Lesage est mis en poste, donc gagne les élections, sous le slogan « C'est le temps que ça change » pour, mettre fin au règne du plessiste. Et c'est pas le Legault qui avait... C'était assez, il faut que ça change une couple d'années comme ça. Ouais.
peut-être au début de la fondation du parti. Ou quelque chose de même. Ouais, je pense que c'était avant. Je pense que c'était en 2012. Parce que c'est ça, en 2014, c'était on se donne le go. Ouais. Mes slogans préférés, tellement c'est niaiseux. Mais. En tout cas, ça change, c'est pareil. Non, mais encore une fois, un très beau parallèle Ouais, avec le début des années 60 et maintenant le gouvernement Legault. Ouais. Encore une fois. Puis justement, le début des années 60, début de la Révolution tranquille, il y a des transformations qui vont se passer dans la société québécoise qui va prendre plusieurs visages. Donc, il y a la nationalisation de l'électricité, la professionnalisation de la fonction publique et de la police, parce qu'il y avait beaucoup de patronage sous Duplessis, la création de la Caisse de dépôt et de placement et la réforme, bien entendu, de l'éducation avec Paul Gérin-Lajoie. Donc, course à la chefferie que Paul Gérin-Lajoie a perdu contre Jean Lesage. J'imagine que Jean Lesage se sentait un peu redevable envers Paul Gérin-Lajoie, puis il avait quand même, je veux dire, un bon profil. Il était avocat, il était quand même bien connu aussi dans le milieu politique. Donc, il était pressenti pour faire partie du Conseil des ministres. Jean Lesage lui propose le rôle de procureur, qui va bien avec son passé de juriste, sa formation de juriste. Ouais. Paul Gérin-Lajoie est un peu déçu, il lui fait part. Moi, je m'attendais à quelque chose peut-être plus lié à l'éducation. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de ministre de l'Éducation spécifiquement. Ben, le ministère n'existait pas. Non, le ministère n'existait pas, mais tu avais quand même le département de l'instruction publique. OK. Donc, le département de l'instruction publique était géré par le surintendant qui était non élu. D'accord. Oui. Puis, en fait, il y avait aussi certaines fonctions de l'éducation qui étaient liées au secrétaire de la province. Donc, c'était comme, en fait, l'éducation était comme répartie sous différentes fonctions. Et les universités recevaient leurs subventions du premier ministre québécois. Donc, tout était éclaté. Donc, Jean Lesage lui dit justement, Paul, on n'a pas de ministère de l'Éducation, je vois vraiment pas comment est-ce que tu pourrais obtenir ce poste-là. Et Paul Gérin-Lajoie ne lâche pas le morceau, lui dit, écoute, moi, comment est-ce que je vois ça? Est-ce qu'on pourrait pas rapatrier sous le ministre de la Jeunesse, toutes les responsabilités liées à l'éducation? Donc, autant tout ce qui touche au département de l'instruction publique, tout ce qui touche aussi à l'éducation, mais qui était sous le secrétaire de la province. Donc, le sage consulte son avocat et demande est-ce que c'est possible de le faire en fonction des lois qui sont déjà en vigueur. L'avocat dit oui. Donc, un des premiers décrets qui a été adopté lors du cabinet, la première réunion du cabinet du gouvernement Lesage, c'était de rapatrier sous une personne, en fait, toutes les charges qui étaient liées, dans le fond, au département de l'instruction publique et le secrétariat de la province. Donc, en tant que tel, puis ça, c'est un titre qui était apparu dans Le Devoir par la suite, c'est que Paul Gérin-Lajoie était le ministre de la Jeunesse et du département de l'instruction publique, donc ministre de l'Éducation sans nécessairement avoir le nom. Les universités étaient toujours à part parce que justement les subventions passaient par le bureau du premier ministre. Et à partir de ce moment-là, en fait, qui était 1960, Paul Gérin-Lajoie a commencé à travailler, mais de façon très intense parce qu'il était conscient de la courte vie politique d'un ministre. Donc, il a commencé à pousser pour une réforme et je pense que c'est moins d'un an après son entrée en poste, il a déposé des projets de loi, en fait 8 projets de loi, qui ont été appelés la Grande Charte de l'éducation. Puis en fait, ces 8 projets de loi-là visaient majoritairement à donner aux commissions scolaires la responsabilité financière pour l'enseignement jusqu'à la 11e année. Alors qu'avant, c'était pas obligatoire. Donc, de rendre l'instruction publique obligatoire jusqu'à 15 ans. Puis en fait, si la commission scolaire, puis ça c'est quand même révolutionnaire, si la commission scolaire ne donnait pas ce service, devait payer pour les jeunes qui suivaient la formation au privé. Ce qui était quand même... c'est quand même quelque chose. Et Paul Gérin-Lajoie aussi s'est fait un devoir de rendre la gratuité scolaire pour les garçons et les filles. Puis, dans le fond, ce qu'on ne mentionne pas souvent aussi, c'est que Paul Gérin-Lajoie avait contribué au développement de la plateforme électorale du Parti libéral en 1960. Puis ça, en fait, je vous cite ça parce que l'article 1er de cette plateforme électorale-là indique que le gouvernement Lesage s'engage à offrir la gratuité scolaire à tous les niveaux d'enseignement, y compris celui de l'université. Je veux pas faire de saut dans le temps trop hâtif, mais tu compares ce programme-là avec ce qui s'est passé en 2012, puis j'ai pas l'impression que tu parles du même parti. Là. Ben, Québec solidaire aussi cette année, je veux dire, en 2018, je veux dire, on les traite de communistes parce qu'ils proposent ça, mais dans les années 60, le Parti libéral l'a proposé. C'est vrai. C'est personne qui les aurait mélangés avec des communistes pour autant, là. Il était rouge. Il était rouge, c'est vrai. Mais je trouve ça fascinant aussi de voir qu'il est arrivé à regrouper non seulement
l'institution publique avec la section plus jeunesse ministérielle et d'être arrivé à un résultat aussi probant que rendre l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans en combien de temps? Moins d'1 an. Moins d'1 an? C'est quand la dernière fois au Québec qu'on a eu quelque chose d'aussi efficace et probant en matière d'éducation? Mais je pense que la grosse différence, c'est que tu regardes un peu le profil du personnage, tout ça, puis lui, c'était pas un politicien, là. C'était un homme avec une vocation, une mission, puis il voyait la politique comme étant un véhicule pour mener à terme sa mission, ce qui est très différent du contexte dans lequel on voit ces gens-là se présenter en politique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être politiciens. En tout cas, c'est l'image qu'on a de beaucoup de politiciens, puis autant particulièrement en fait dans la vague plus jeune, c'est des politiciens de carrière, puis c'est souvent un mot qu'on entend que je trouve malheureux parce que des visionnaires comme ça avec une mission, il n'y en a pas beaucoup. Tu disais tantôt que Paul Gérin-Lajoie était conscient du fait que quelqu'un qui est en poste en tant que ministre, sa durée de vie est relativement limitée. S'il en était conscient, ça veut peut-être dire une chose, c'est que c'était pas un carriériste. C'était un gars avec une vocation, puis c'était ça qui guidait son action. Puis une autre preuve qui n'était pas carriériste, puis ça c'est apparu, si je me rappelle bien dans certains documentaires, il disait que c'était aliéné le cabinet des ministres, en tout cas une grande proportion, parce qu'il poussait tellement pour sa réforme rapidement que certains ministres n'étaient pas certains justement du coup politique qui allait s'en suivre. Donc pour lui, c'était vraiment de mettre en place sa réforme, quels que soient les coûts qui s'en suivaient. Spare no expenses. Comme John Hammond. Puis en fait, c'est ça qui est incroyable parce que justement, la plateforme indiquait la gratuité scolaire. Là, c'est de savoir est-ce qu'il y avait les moyens à ce moment-là de pouvoir donner ça. On a encore ce genre de questionnement-là en ce moment. Est-ce qu'on a les moyens au Québec de pouvoir donner la gratuité scolaire même au niveau universitaire? Et le SAGE informe PGL que le gouvernement libéral n'a pas l'argent pour la gratuité scolaire. Paul Gérin-Lajoie, au lieu d'être défaitiste, se roule les manches et commence à parler avec son personnel politique pour trouver une solution. Et il y a un de ses conseillers qui l'informe que, dans le fond, les commissions scolaires, parmi les 1500, peuvent voter, en fait, sur une base volontaire, une taxe scolaire de 2%. Donc, c'est sur une base volontaire, puis c'est vraiment basé sur la propriété foncière. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ici? C'est pas mal celle qu'on a présentement. Donc, la raison pour laquelle est-ce qu'on a des taxes scolaires maintenant, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver le financement à ce moment-là pour financer l'éducation. Donc, ils ont trouvé comme solution d'adopter ceci. Mais en fait, le SAGE n'était même pas partant au départ. Parce que Paul Gérin-Lajoie lui a présenté l'idée. Le SAGE s'est dit, on ne va pas taxer davantage nos citoyens. Puis, dans le fond, Paul Gérin-Lajoie a fait, si je te prouve que j'ai raison, est-ce que tu vas l'accepter? Le SAGE était quand même conciliant, je tiens à le dire. Le SAGE était quand même conscient. Il a dit, prouve-moi-le. Paul Gérin-Lajoie, en fait, a convaincu le président de la Fédération et des commissions scolaires de faire le tour de la province, d'aller chercher une délégation de commissaires pour rencontrer le SAGE à Québec. Et ensuite, après cette rencontre-là à Québec, il y a eu de 500 à 600 résolutions écrites sur 1400 1500 commissions scolaires qui appuyaient en fait l'adoption de la taxe de 2% qui ont été envoyées à le SAGE. Donc, c'est ce qui a fait, en fait, que le SAGE a compris qu'il y avait quand même un certain appui. Donc, ils ont décidé d'adopter, justement, cette taxe scolaire-là. En 1961, là, comme je vous ai dit, tous ces projets de loi-là ont été adoptés sous, dans le fond, l'appellation de la Grande Charte de l'éducation. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que le PGL, en fait, mentionne à ce moment-là qu'il n'y avait pas nécessairement en tête la création d'un ministère de l'Éducation. Même quand ils ont tous rapatrié sous, dans le fond, ça gouverne à lui les différentes tâches ou les différentes fonctions liées à l'instruction publique. C'est vraiment plus tard que c'est venu. Puis c'est en fait à la suite de la commission Parent qui a été instituée en 1961 sous le gouvernement Le Sage. Dans le fond, la commission Parent, ça prend son nom de Monseigneur Parent qui était le président. Puis en fait, c'était une commission royale pour faire enquête sur l'enseignement au Québec. C'était un monseigneur? C'était un monseigneur. Ah, ouais. Ouais. Donc, de l'Église. Mais c'est oui. Ça me surprend. Eh bien. Puis, en fait, c'est au moment où est-ce que la commission Parent fait ses auditions, commence à faire enquête, que Paul Gérin-Lajoie commence à anticiper que la commission va recommander la création d'un ministère de l'Éducation. Puis, le premier tome, parce qu'il y a plusieurs tomes, là, je pense que c'est 3 ou 4 tomes qui sont sortis à la suite de la commission Parent. Mm-hmm. Donc, le premier tome du rapport est sorti aux alentours de Pâques de 1963. Paul Gérin-Lajoie l'a étudié durant le week-end, bien sûr. Lui,
Ça roule, C'est ça un page roule. turner. C'est Non, comme les c'est- livres de Game of Thrones puis d'Harry Potter. Une fin de semaine, t'avais fini, t'avais juste hâte au prochain. Exactement, avec un petit verre de vin, genre à côté, ça se lit bien. Quand même, c'est assez chanceux que la série ait duré 4 tomes, là, c'est... Harry Potter et la commission parents. Oh mon Dieu, c'est pas stress. Donc, Paul Gérin-Lajoie lit le rapport et en fait part avec à Le Sage, il le discute et ils se rendent compte que ça va prendre la préparation d'un projet de loi. Donc, Paul Gérin-Lajoie travaille sur la préparation d'un projet de loi entre avril et juin 1963 et dépose le projet de loi, le Bill 60, en juin 1963. Sauf que toute l'Église du Québec, mais en tout cas du moins les hauts postes, donc cardinal, archevêque et évêque, sont en concile à Rome au mois de juin 1963. C'est un beladon. C'est un bel Ça adon. donne ça, Je suis c'est pas sûre plate. que c'était calculé. Mais en tout cas, quand ils sont revenus, à la fin juin, ben, ils ont fait part de leur mécontentement à Le Sage. Paul Non. Oui, Quand le chat est parti, les souris dansent. Comme on dit, c'est- Paul Le Sage n'a pas vraiment eu le choix, mais il était conciliant, comme je vous l'ai dit. Donc, ils ont discuté et Le Sage a fait part au cabinet des ministres. Est-ce qu'il y aurait possibilité de reporter l'étude du Bill 60 à l'automne? Discussion au Conseil des ministres. Et Paul Gérin-Lajoie, en fait, accepte. Pour une fois, il a décidé de faire un compromis, mais à 2 conditions. Que le message au public soit clair, que ce n'était pas un retrait du Bill 60, mais c'était vraiment un report du débat public à l'automne 1963. Il ne veut pas d'opposition ou de réserve des autres ministres durant l'été, parce qu'il veut que la ligne de parti soit vraiment pour supporter le Bill 60. Et ce qui est vraiment aussi étonnant, puis ça, il l'a mentionné durant Mémoire de député, c'est que Jean Lesage donne comme condition au clergé, en fait, les grands postes, les cardinaux, évêques et archevêques, de déposer un mémoire écrit pour faire part de leurs préoccupations et non plus les rapports informels qui se passaient comme au gouvernement du Plessis. Et c'est la première fois que c'est rendu vraiment de façon officielle au lieu d'avoir justement des rapports informels en arrière. Fait que ça a été quand même une révolution, faisant partie de la Révolution tranquille, de vraiment institutionnaliser les rapports entre l'Église et le gouvernement. C'est ça, que les conversations arrêtent de se passer derrière les rideaux puis qu'on fasse ça de façon officielle pour montrer la séparation. Là. Qu'on sorte du confessionnal, dans le fond. Qu'on sorte du confessionnal. Hein? La Très confesse. belle image. Très belle bien, image. très bien. T'es en forme aujourd'hui. Zeitgeist confessionnal. Même combat. Il y a tellement de jeux de mots avec l'Église. En tout cas. Et en 1963, en fait, ce que j'aime aussi de tout ce que j'ai lu sur Paul Gérin-Lajoie, c'est que oui, il prend des actions, mais il prend aussi le temps d'expliquer ce pourquoi ce qu'il fait. Donc, en 1963, il publie un livre, Pourquoi le Bill 60, pour informer la population de c'est quoi l'idée derrière le projet de loi. Donc, c'est ça, il fait vraiment un travail de communication avec la population. Et en 1964, donc après justement le dépôt des mémoires par les hauts placés au sein de l'Église, discussion, il y a l'adoption du projet de loi instituant le ministère de l'Éducation. Et à la suite, dans le fond, de l'adoption de ce projet de loi-là, Paul Gérin-Lajoie, comme je vous ai mentionné, c'était très important pour lui que la population le suive là-dedans et que la population comprenne toute la modernisation qui allait s'en suivre, le changement dans le mode de vie au Québec. Donc, il entreprend un tour de la province pour expliquer et promouvoir la réforme et l'impact que ça va avoir sur les familles. Et ce tour de la province-là, ça a été appelé l'Opération 55 parce que, dans le fond, les 1500 commissions scolaires dont je vous ai parlé au début vont être regroupées en 55 commissions scolaires catholiques et 9 commissions scolaires protestantes. Donc, vraiment pour rationaliser. Au final, je veux dire, il y a tellement de ressources qui devaient être perdues à avoir 1500 commissions scolaires, puis peut-être aussi essayer de standardiser un peu, ça va être quoi les standards pour l'éducation au Québec. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que quand il fait le tour justement de la province, il rencontre des médias, il rencontre des élus locaux, il rencontre des enseignants, des clubs sociaux, des évêques et les curés. Il ne voulait pas les laisser à l'extérieur, il faisait définitivement partie justement du processus de transformation. Et il finit à la fin de ses journées en assemblée générale, donc ouverte au public. Donc il touchait littéralement à toutes les parties de la population pour promouvoir son projet. Et il mentionne également qu'il y avait un certain souci d'équité. Puis la raison pourquoi ça s'est fait aussi rapidement, c'est que Paul Gérin-Lajoie ne voulait pas, dans le fond, donner une priorité à certaines régions au Québec pour le développement, mettons, des polyvalentes ou des institutions scolaires qui allaient découler justement de l'adoption de la loi sur le ministère de l'Éducation. Et il voulait vraiment que tout se passe en même temps au Québec. Donc, ils ont débloqué les fonds justement pour tout construire les polyvalentes et que ça soit justement accessible dans toutes les régions. Ils ne voulaient pas y aller par étapes, là.
Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé il y a quelques années avec la tournée Faut qu'on se parle, initiée par Jean-Martin Hossan puis Gabriel Nadeau-Dubois. Cette fois-ci, c'est pas exactement le même contexte parce que là, c'était pour la promotion du Bill 60, tandis que faut qu'on se parle, c'était pour sonder un peu plus la population. Mais il y avait le même souci d'équité dans le fait d'aller consulter la population dans des formes traditionnellement populaires comme les assemblées de cuisine. Les assemblées de cuisine, exactement. Puis même, on constate dans les, je dirais, 5-10 dernières années, une résurgence du mode de propagation de l'information par le biais de publication de livres. Ça, traditionnellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus franco-français. La dernière fois, dernièrement, le Fusc Parler vrai de Manon Massé, qui a publié à l'automne, juste avant un peu plus avant, juste avant les élections. Encore chez Québec solidaire, on avait eu il y a quelques années le livre de Françoise David aussi. Même les livres que François Legault a publiés avant que son parti connaisse vraiment la popularité qu'il a actuellement. La dernière fois que ça s'était passé au Québec, c'est précisément dans ces années-là, les années 60, avec PGL, puis Option Québec aussi. De René Lévesque, avant de oui. fonder le Parti québécois. Exactement. Donc, c'est intéressant les parallèles qu'il y a tracés entre cette époque-là puis la nôtre. Vraiment, vois-tu, j'étais même pas au courant de... Wow! Ben Kim, c'est pas le seul parallèle non plus à faire parce que, sincèrement, je veux dire, les réformes ne se font jamais sans coût. Donc, tu sais, encore une fois, je pense que Paul Gérin-Lajoie, oui, avait son programme, mais comme je vous l'ai déjà mentionné aussi, il s'est aliéné une partie du cabinet des ministres et il y a une raison pour ça, c'est que eux autres, ils anticipaient l'élection de 1966 et parce que peut-être, on n'aura jamais la certitude par rapport à ça, mais parce que la réforme a peut-être été trop rapide et il y a eu l'instauration de la taxe scolaire, le gouvernement, le sage, a perdu les élections de 1966. Aux mains de l'Union nationale, je pense. Oui, exactement. Oui, après ça, Antonio Barrette. Quand Johnson est mort. Enfin, bref. Ce nom-là me fait juste rire. Antonio Barrette, c'était pas après. C'était pas après Sauvé. C'était après Je me Sauvé. mélange tout le temps. Non, c'est Johnson parce que. Mais oui, c'est Johnson. Mais... Ouais, mais Johnson est est mort mort en plein milieu, c'est pour ça. Ouais, non, c'est ça. C'était maudit comme poste, ça, le poste de chef de l'Union nationale. Ouais, puis c'était maudit être un Johnson aussi comme premier ministre. Ils font jamais long feu pour différentes raisons. En tout cas, on va fermer cette parenthèse-là. Éventuellement, un épisode sur la politique québécoise et tous les... La famille Johnson. Les grands oubliés. J'aurais un livre pour toi. La grande dynastie oubliée. Enfin, bref. Bref, retournons au gouvernement Le Sage qui a perdu les élections en 1966 aux mains de l'Union nationale, au profit de l'Union nationale, excusez, au profit, je m'excuse, j'en parle en français, j'en perds mon Un français. dernier tour de piste. Pour une dernière fois, Non. avant de tout. Ok. Non. C'est pas un show de variété, là. Non, ça a bien commencé à rentrer. Ouais, t'es fort. Mais oui, donc Le Sage perd les élections, mais Paul Gérin-Lajoie demeure député de Vaudreuil-Soulanges. Et ce qui est étonnant, c'est que, ce qui n'est pas étonnant, en fait, c'est quand même bien, et j'ai tellement appris de choses sur cet homme incroyable. Il est devenu président du comité des affaires constitutionnelles du Parti libéral de 1966 à 1969. Et ils ont été quand même assez actifs, admettons, suivant la déclaration du général de Gaulle en 1967. Et donc, il y a beaucoup de questionnements qui ont émergé quant au statut du Québec au sein de la Fédération canadienne. Et Paul Gérin-Lajoie a été impliqué dans l'écriture d'un rapport portant sur le statut particulier du Québec et le concept de fédération asymétrique. Moi, j'ai découvert ça, j'ai fait « Ah, je savais pas que ça provenait de Paul Gérin-Lajoie et du rapport qui était sorti. » Ouais, moi non plus. Fait que... malheureusement, Paul Gérin-Lajoie démissionne comme député de Vaudreuil-Soulanges en juin 1969 pour diverses raisons. Mais en fait, c'était aussi qu'il était prêt, je pense, justement, comme tu dis, lui, c'était vraiment d'arriver à certains résultats. Et c'était, dans le fond, la politique était un outil pour arriver à ça. Mais ce qui était aussi fascinant avec Paul Gérin-Lajoie, c'est qu'il arrivait tellement facilement à avoir des idées, mais à les mettre en action. Il a donc été attiré par le développement international par la suite. C'est un poste qui lui a été offert après avoir été professeur invité à l'Université Laval et à l'Université de Montréal, 1969-1970. Il y a eu une proposition pour devenir président de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, qui est maintenant intégrée à Affaires mondiales Canada depuis 2013, si je ne m'abuse. 15? Non, 13, t'as raison, ouais. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, parce que Paul Gérin-Lajoie, justement, il a toujours eu cette idée de promouvoir les intérêts francophones, dans le fond, au sein de la Fédération canadienne. Il a promu les accords, en fait,
d'échanges culturels et éducatifs avec la France. On connaît la doctrine générale Lajoie aussi de, justement, le prolongement des compétences du Québec à l'international. Mais là, vraiment, dans le fond, il s'est rendu compte en rentrant à l'Agence de développement international, Agence canadienne de développement international, que c'est, dans le fond, toute l'action de développement international du Canada était davantage orientée vers les pays du Commonwealth. Là, il s'est dit, pourquoi ne pas diversifier ça vers les pays africains faisant partie de la francophonie? Donc, il a comme réorienté l'action de l'agence. En fait, je crois qu'on voit encore les impacts aujourd'hui et ça a laissé une place aussi pour les Québécois pour faire partie justement de l'action du Canada en développement international qui était plus ou moins le cas auparavant. Par la suite, en fait, il a créé en 1967 la Fondation PGL qu'on connaît tous à travers la dictée PGL. J'ai une petite anecdote parce que j'ai comme regardé certaines archives. Et je suis tombée sur une vidéo de la dictée PGL avec nul autre que Pauline Marois qui dictait aux étudiants de 5e et 6e année. C'était magnifique. Je pensais jamais qu'écouter une dictée pouvait être intéressant. Oui, elle était excellente en fait. Ouais. Elle prenait vraiment soin de bien articuler, Ça ne peut pas arriver sur un meilleur mot. Wow. J'ai bien d'autres à redire là-dessus. Non, mais tant que la dictée se fait en français, elle va être bonne, Pauline. C'est ça, non, c'est ça. Dans les langues étrangères. Fait que bref, Pauline Marois et la dictée Paul-Général Lajoie, ça s'est rentré dans les annales. Mais Paul-Général Lajoie a aussi été très impliqué avec l'Haïti. En Haïti. En Haïti. Je suis vraiment une très mauvaise promotrice de la dictée Paul-Général Lajoie. Je suis pas capable de parler ça C'est pas toi qui vas la lire l'année prochaine. Non, ne me demandez point ça. Et aussi, une autre chose qu'on connaît peu de son parcours, il a été directeur général de la Société du Vieux-Port de Montréal et il a travaillé à la revitalisation, en fait, tout le parc linéaire, le long, dans le fond, parce qu'il y a les, en bon français, les tracts de chemin de fer. Donc, Parce qu'on retrouve le centre des sciences. Exactement, puis qu'ils ont les fait un quais, parc ouais. avec des arbres. Des herbes. C'est que ça fait bon ça. Prends ta Des herbes. Justement. Ils ont enlevé les chemins de fer, en fait. Il y en avait 6, il en reste 2 dorénavant. Puis ils ont vraiment mis l'emphase sur... Ils ont mis l'accent sur, justement, revitaliser avec la végétation. Puis ça, parce que moi, personnellement, je ne savais pas que c'était Paul-Général Lajoie qui était l'instigateur de ça en arrière. Donc, tout ça pour dire que il y a beaucoup de faces cachées à Paul-Général Lajoie. C'est un homme définitivement d'idées. C'est un homme également d'action parce qu'il a réussi en peu de temps à mettre en place un système d'éducation qu'on connaît actuellement. Cet homme-là a vécu jusqu'à 98 ans. Il est mort l'année passée, le 25 juin 2018. Donc, c'est tout récent. Mais il y a un documentaire de Radio-Canada qui était paru 2 jours après sa mort. Et Paul-Général Lajoie, quand ça avait été tourné, il avait 95 ans, il avait encore toute sa tête. Ce qui est vraiment très impressionnant, comme si... Ouais. Lucide, présent. Articulé. Je veux dire, il y avait encore sa façon de s'exprimer, justement, qui devait venir des collèges classiques. Et tu voyais que c'était quelqu'un qui avait encore une suite dans les idées, puis qui voulait encore être impliqué parce que il exprimait sa déception au moment du tournage du documentaire par rapport au manque de conviction et de passion dans les débats et actions publiques relativement au développement des jeunes. Là, par contre, il est décédé avant justement toute la campagne électorale puis la promesse de Legault, justement, du nouveau gouvernement caquiste, de vraiment mettre... Réinvestissement massif. C'est ça, Ouais. faire la priorité dans l'éducation. Mais là, par contre, ce qu'on se demande, c'est avec le discours de Legault, comment est-ce que ça va comme s'orienter? Est-ce que c'est des beaux mots? Mais est-ce que ça va être comme... Dans le fond, est-ce qu'il va y avoir des résultats qui vont s'en suivre? Est-ce que ça va être... Est-ce que les bottines vont suivre les babines? Exactement. J'aime bien cette expression québécoise. Puis je pense qu'ils ont mis comme certaines priorités, en fait, parce que le ministre de l'Éducation actuel, qui est Jean-François Roberge, merci, avait publié un livre avec beaucoup d'idées à l'intérieur, mais je pense que, dans le fond, François Legault lui a vraiment demandé de prioriser. Donc, de ce qu'ils ont mentionné dans le discours d'ouverture, c'était vraiment d'essayer de dépister le plus tôt possible les difficultés d'apprentissage et d'offrir les services appropriés. Puis là, ça vient avec l'idée de la prématernelle 4 ans, de peut-être rendre cette prématernelle 4 ans-là plus accessible et d'étendre ça pour justement dépister plus tôt les problèmes d'apprentissage. Ensuite, ils veulent ajouter 5 heures de présence par semaine dans les écoles secondaires pour le sport et l'art, ainsi que l'aide aux devoirs.
Ils veulent investir dans les professionnels en soutien aux enseignants pour vraiment venir les supporter. Parce qu'il y a eu des investissements dans les dernières années par rapport justement au soutien professionnel. C'est ça qui est le plus malheureux en fait, Ouais. c'est qu'on détruit ces structures-là pour les reconstruire, puis Par la ça suite. implique des coûts qui sont beaucoup plus considérables que d'avoir entretenu ces systèmes-là. Fait que c'est vraiment important. C'est malheureux que cette vision-là que Paul Gérin-Lajoie avait de l'éducation, puis qui a promu, se soit autant dégradée avec les années. Puis moi, je serais curieux de savoir pourquoi il y avait un tel désintérêt de la part de la classe politique, parce que je veux dire, ça vient pas de nulle part, c'est la population qui les met au pouvoir. Est-ce que ce serait pas justement dans une espèce de cynisme puis de rejet de l'éducation de la part de cette population-là votante? C'est peut-être aussi, tu sais, les dernières réformes qu'ils ont eues n'ont pas été très populaires. Je sais pas mal l'ensemble de la population, tu sais, autant à l'interne qu'à l'externe. Peut-être ça décourage justement de se relancer là-dedans à nouveau. Ça serait peut-être une des pistes de solution aussi. Surtout les critiques par rapport aux réformes du programme scolaire. Je veux dire, je sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi, ma soeur, elle l'a expérimenté, puis sincèrement, tu sais, par rapport aux compétences transversales qu'il fallait qu'ils développent. J'étais dans la dernière année avant de l'avoir, fait que j'étais bien Moi, content. j'ai été l'année Toi, cobaye. t'étais dedans, Ouais, c'était des cobayes. Première année. Mais le fait que cette année-là, on la nomme littéralement année cobaye, c'est lourd c'est lourd symboliquement. Mais là. je pense que c'est malheureusement pas une cohorte qui est représentative de la réforme présentement, parce que justement, c'était tellement, les professeurs étaient tellement pas prêts pour ça que oui, la réforme était appliquée, mais peut-être pas autant qu'elle l'est maintenant, là, disons. Là, les professeurs se fiaient quand même beaucoup. On avait bien des beaux manuels neufs, là, mais à part de ça, la matière, je pense que c'était quand même semblable, présenté d'une façon semblable que les années d'avant. Là. Mais c'est vraiment un bon commentaire, Sam, que tu fais justement de démanteler. Tu sais, on a vraiment cette impression-là que tout ce qui a été mis en place dans les années 60, peut-être que justement, c'est comme quand tu achètes un auto neuf, puis par la suite, tu te préoccupes pas vraiment de tout, admettons, les traitements que tu as, le changement d'huile, le changement de mur, genre justement le traitement anti-rouille. Tu as une belle voiture, mais c'est parce qu'il faut que tu t'en occupes, il faut que tu fasses des investissements, tu sais, au fur et à mesure, genre que le temps passe. Au lieu de l'entretenir, ben tu fais juste enlever les morceaux qui pètent. Là. Ben non, t'as loué pendant 4 ans, puis après ça, t'en reprends un autre, puis on va faire ça avec nos ministères. Mais pas ça qu'on fait quelle déjà. belle vision! Belle vision à long Oh terme. wow! Oh mon Dieu! Mais tu sais, on peut quand même le voir, tu sais, même avec le nouveau gouvernement caquiste, en fait, ils sont en train de peut-être repenser comment est-ce que les commissions scolaires vont être faites, puis ils les envisagent plus comme un centre de service plutôt que comme un organe représentatif avec les élections scolaires. Ben, c'est pas plus par besoin ou par obsession, j'ose le terme, d'arrimer les besoins de l'éducation aux besoins du marché. C'est l'impression qu'on pourrait avoir, mais en tant que tel, si je me réfère encore une fois au discours de Legault, c'était de donner à chaque enfant tous les outils pour aller au bout de son potentiel. Fait que, Ouais. à savoir comment est-ce qu'ils vont orienter leurs réformes, ça reste à voir, mais je pense qu'ils ont quand même une vision, de développer un citoyen, puis que de développer quelqu'un qui va être utile sur le marché du travail. Ben, c'est Ouais, ça. non. Moi, rendu là, c'est quoi la suite de cette phrase-là? C'est on plein potentiel comme citoyen, comme travailleur, comme tu sais, Contribuable. contribuable, mais On c'est se ça. donne le go. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est une belle phrase, mais elle reste assez vide et large. Fait que. Question moi, ça me ouverte. rassure pas, là. Question ouverte. Mais dans le plan, mettons, stratégique du gouvernement pour 2017, pour le ministère de l'Éducation, de 2017 à 2022, ils mettent vraiment l'emphase, mettent vraiment l'accent sur le développement du citoyen et de vraiment donner, en fait, qui soutient la réussite des personnes tout au long de leur vie et qui forment des citoyens et des citoyens responsables, des citoyennes et des citoyens responsables, compétents et créatifs. Fait qu'à savoir comment est-ce qu'ils vont arrimer la vision politique avec peut-être la vision administrative de ce qui est sorti du plan stratégique du ministère de l'Éducation. Moi, c'est une des questions aussi qui me trotte dans la tête parce que oui, il y a peut-être la vision politique de faire cette réforme-là, mais en même temps, il y a toute l'administration derrière qui va mettre en branle ces réformes-là et jusqu'à un certain point, ça peut être lourd. Et ils ont une certaine vision aussi à l'interne du ministère de qu'est-ce que cette réforme pourrait être. Et dans l'actualité, ils font souvent un rapport justement des plans stratégiques des différents ministères. Et le ministère de l'Éducation, sa note pour son plan stratégique de 2017 à 2022, c'est 21%.
c'est un peu triste de savoir que notre ministère de l'Éducation, parce qu'il n'est pas capable de mettre en place des cibles pour voir si on a atteint nos objectifs, ce ne sont pas non plus des indicateurs qui sont mesurables. Quoiqu'on peut se le dire, en éducation, c'est difficile de mesurer la réussite. Mais pour le moment, le plan stratégique n'est pas vraiment lié pour le succès d'une réforme dans le secteur de l'éducation. Ce pourcentage-là, il a été publié dans le magazine de l'actualité? Dans le magazine de l'actualité, je vais vous donner, c'est le numéro 43, le volume 43, numéro 9 de septembre 2018. Donc, c'est la deuxième fois, en fait, que l'actualité fait vraiment le rapport de tous les plans stratégiques des ministères québécois. Ouais. 21%. En général, ça faisait vraiment pitié pas mal partout, là, honnêtement. Là, c'était assez décourageant comme rapport. Là. Mais surtout quand tu dis que maintenant c'est rendu une priorité, l'éducation, de se dire que c'est parmi les plus bas. Ouais. Je pense qu'il y en a 2 autres en dessous du ministère de l'Éducation, c'est le Conseil exécutif et le ministère de l'Environnement. C'est pas... Tiens donc, pourquoi l'environnement se trouve là? Je me demande pourquoi. Je sais pas, hein? Fait que, ouais, c'est comme ça que j'aimerais conclure. En fait, il y a peut-être des belles intentions au sein du nouveau gouvernement Legault. Il y a un projet de loi qui a été déposé avant Noël pour uniformiser les taxes scolaires au niveau de la province. À savoir, par contre, si ces beaux discours vont se transformer, en fait, en résultats, comme Paul Gérin-Lajoie avait réussi à le faire dans les années 60. Ça reste à voir. Ouais, ça va être la grosse question pour le gouvernement Legault, je pense. Moi, je dis que dans la prochaine dictée, Paul Gérin-Lajoie devrait avoir le mot Zeitgeist. Moi, j'aimerais que François Legault la fasse. Là, aujourd'hui, On verra. On verra. Ben, merci beaucoup, Sarah. On a appris plus sur un personnage de notre histoire assez marquant. Je pense qu'on en parlait hors d'onde, des hommes, des personnes politiques comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, puis il semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cette façon-là, puis on a à peine touché à seulement un pan de sa carrière. Tu as fait allusion un peu justement à ce qu'il a fait aussi pour les relations internationales du Québec, de vraiment, un peu involontairement, de les développer, de faire qu'on a ça aujourd'hui depuis 50 ans. Puis ça, c'est un autre aspect qui mériterait un épisode à lui seul. Et surtout, un qui mériterait qu'on prenne exemple sur lui. Là. Définitivement. Ouais. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui auraient avantage à mettre de l'avant leurs idées, puis de voir la politique comme un véhicule, parce que lorsqu'on arrive avec une mission, il y a des gens qui sont prêts à suivre ces gens-là, puis peut-être mener à terme cet objectif-là, sans dire que c'est la réussite à tout coup. Je pense qu'on en a eu beaucoup au courant de notre histoire, particulièrement pendant la Révolution tranquille. On parle de lui, mais moi je pense aussi à Jacques Parizeau qui avait une vision qui avait une vision économique du partage des richesses puis d'enrichir le citoyen en enrichissant sa société. Ouais. Puis c'est quelqu'un aussi qui est allé de l'avant non pas par militantisme ou activisme politique, mais vraiment par vocation, par une mission. Ouais. Fait que non, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inspirer. Espérant que nos politiciens écoutent l'épisode et prennent des notes. Parce que c'est vraiment un beau modèle de qui s'inspirer. Sincèrement, j'ai rarement vu des politiciens qui sont arrivés à inspirer. Moi, l'image qui m'a frappée, c'est dans le documentaire de Radio-Canada où est-ce que Paul Gérin-Lajoie se promenait avec sa marchette parce qu'il était rendu à 95 ans, mais dans une polyvalente, dans sa circonscription à lui, puis de se dire que 50 ans ou 60 ans auparavant, il n'y avait rien de tout ça, puis que lui, maintenant, était rendu à se promener. Il y avait des enseignants qui venaient le voir puis qui lui disaient « C'est grâce à vous, maintenant, qu'on peut enseigner dans cet établissement-ci. » C'est magnifique. Ouais. Puis c'est ça, ce genre de personnes-là aussi qui vont faire l'unanimité, peu importe le parti, peu importe l'idéologie. C'est rare en tabarouette. C'est lourd de sens. Ouais, c'est ça, ça en dit long justement sur l'héritage. Donc, merci énormément, Sarah, encore une fois, pour une excellente chronique où on a appris beaucoup plus sur notre histoire. Émouvant aussi. Émouvant. Ça fait plaisir. Je trouvais que c'était un pan de l'histoire qu'on connaissait plus ou moins, puis que c'était un beau parallèle à faire avec la situation actuelle. Oui, c'est ça, c'est de voir est-ce que 100 mètres, je veux dire, c'est des grands souliers à chausser. Donc, sans dire qu'il va falloir que le ministre Robert va devoir en faire autant que M. Gérin-Lajoie pour réussir, mais que s'il peut trouver une source d'inspiration et en regardant sur ce qui s'est passé pour le futur, pour mieux arranger les choses justement pour l'éducation au Québec, ça serait... Mais c'est pas l'enthousiasme qui manque à M. Roberge. Pour l'avoir vu au franc-tireur, il y a la volonté. On va lui donner, on va voir maintenant ce qu'il peut faire. Donc, merci encore, merci à vous tous.
Merci à toi, Marc-André. Ça fait plaisir. Samuel, Rosemary, merci encore une fois pour tous ces épisodes avec nous. Ça nous fait plaisir. Merci de nous avoir permis de participer à ce beau projet. Je pensais que tu allais dire merci de nous avoir permis de partir. Comme... je vais vous détacher, je vais vous sentir malade bientôt. C'est pas une dictature, mais... Enfin bref, merci encore une fois. Et merci à vous tous d'être à l'écoute. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Podbean, Apple Podcasts, Google Play, YouTube et Spotify. C'est très important de nous laisser des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et aussi d'aller liker et partager notre page Facebook et Instagram. Ça nous aide beaucoup à diffuser le podcast. Et puis bon, on a plein de belles surprises pour vous qui s'en viennent très prochainement. Là, je veux pas en parler, c'est pas encore tourné. La semaine prochaine, on devrait avoir un invité très spécial si tout se passe bien. Donc, j'ai hâte que ça sorte. J'ai hâte qu'on fasse ça. Oh, que moi aussi. Donc, merci tout le monde. Moi, j'ai hâte de vous écouter. On a hâte que vous reveniez aussi une fois de temps en temps. C'est bon. Donc, merci tout le monde, puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Ciao!